Samy Josua, donc professeur émérite en sciences de l'éducation, physicien de formation, et Fred Soja, que tout le monde connaît, qui est professeur des universités, en poste à l'ESP. Voilà. Et donc, vous savez peut-être que l'université d'Aix-Marseille, AMU, donc, a décidé d'interroger la formation de ses étudiants à travers l'approche par compétences, et notamment par rebond, d'engager l'ESP vers la formation des maîtres à travers cette approche. Quelques années plus tard, je retrouve ce débat avec une certaine inquiétude, parce que manifestement les arguments que j'ai pu développer à l'époque n'ont pas été retenus, au contraire, ça va dans un sens que je ne trouve pas toujours très positif, mais je voudrais m'en justifier. Alors, prenons un exemple pour démarrer. Je dois faire opérer ma fille par un chirurgien. Je vais bien sûr téléphoner à tout le monde pour savoir si ce chirurgien est compétent, parce que c'est ça qu'on discute. Savoir ce qu'il a fait comme étude, savoir s'il connaît les 12 nerfs qui existent sur la face des êtres humains ne m'intéresse assez peu. Ce que je veux savoir, c'est s'il est capable de mener l'opération. Je veux savoir s'il est compétent. C'est de là que surgit la discussion. C'est-à-dire que ce que l'on cherche en définitive, c'est à savoir si quelqu'un est capable de faire son travail. Jusque-là, ça paraît banal. Mais passer de ça au fait de savoir comment cette personne est formée, c'est là que l'on discute de l'affaire. Parce qu'évidemment, si je regarde cette compétence-là, je peux me dire, oui, j'ai une réponse à la question, il est pas, il sait le faire. Mais qu'est-ce qu'il fait pour savoir le faire? Ça, c'est une question qui est autrement compliquée. Comment je peux décrire exactement toutes les activités qu'il met en œuvre, toutes les actions qu'il met en œuvre pour y parvenir? Quels sont les liens entre les actions et ce qu'il pense? Quels sont les liens entre ce qu'il pense et sa formation? Tout ça, c'est laissé dans le mystère. Puisqu'on me dit, ce qui compte, c'est qu'il soit compétent. D'accord, admettons, mais ça veut dire quoi exactement? Il fut un temps, quand ce débat a démarré, le psychologue Gérard Vergniaud avait remarqué que dans un référentiel de compétences pour les coiffeurs, les coiffeuses, il avait été décrit 541 compétences de comment couper les cheveux. Et évidemment, personne ne peut former ça. C'est absolument certain. Pourtant, les coiffeurs sont coiffeurs, les coiffeuses sont coiffeuses, les chirurgiens et chirurgiens. Donc comment cette question-là se fait? C'est tout simple. C'est qu'il n'est pas possible d'achever par une formation académique, quelle qu'elle soit, la formation professionnelle. Inévitablement, dans la formation professionnelle, surgissent un nombre considérable de techniques adjuvantes, de techniques supplémentaires, qui ne peuvent pas être toutes enseignées dans un cadre académique, qu'elles soient par les contenus, qu'elles soient par les compétences. C'est absolument impossible, c'est deux problèmes différents. De tout temps, il a toujours été admis et considéré, et c'est facile à saisir, qu'il y a une formation académique dont il faut discuter, par contenu, par quoi que vous imaginiez, et que par ailleurs, tout le reste doit se forger sur la base d'une intervention sur le terrain. C'est comme ça qu'on a inventé la clinique du point de vue de la médecine. C'est comme ça que les gens ont compris qu'il fallait se forger, se former avec le patron, avec toute la hiérarchie qu'il y a, mais au lit du malade, pour saisir tous les problèmes qui peuvent surgir quand on est en train d'être en activité. Et il y avait donc une réponse à ça, pour former par exemple des enseignants, pour quelle que soit la formation professionnelle que vous imaginez. Prenons les enseignants, il y a une formation académique, il y a une activité expérimentale, et il y a un retour sur l'activité, parce que ça met en cause une série de choses. Alors ce qui est demandé par le système en général, je m'excuse de l'utilisation du système en ce moment, bon, ce qui est demandé par le système patronal, le système entrepreneurial, le système libéral par l'OCDE, c'est de court-circuiter tout ça, de faire l'économie du fait que, oui, il y a une formation professionnelle qui doit être donnée sur le terrain. Parce que pendant des années, des décennies, cette formation professionnelle était donnée aussi, mais par qui? Payée par les entreprises. On embauchait des gens qui n'étaient pas encore expérimentés, on leur faisait la formation dedans. Et on fait porter, parce qu'ils ne veulent plus s'en servir, on fait porter le fait de faire cette formation sur le système scolaire. En disant, donnez-nous des gens qui sont chirurgiens compétents tout de suite, par le système scolaire, sans avoir jamais opéré, sans avoir jamais fait la clinique. Mais ce n'est pas possible. Donc là, il y a déjà une impasse complète, une très mauvaise façon de voir la question. Alors on va me dire, oui, mais ce n'est pas de ça qu'on parle quand on parle de compétences. On ne parle pas de ces compétences tellement précises qu'il y a 540 et quelques compétences pour les coiffeurs. Parce que ça, on comprend bien qu'on ne va jamais y arriver. Ce n'est pas possible.
On va avoir la description la plus complète possible. Si on s'occupe de l'humain, évidemment, si on fait des robots, qu'on s'occupe d'autres choses, c'est comme ça qu'on fait. On décrit tout ce que le robot doit faire. On y arrive. Mais si vous mettez de l'humain au milieu, les choses sont déjà plus délicates pour pouvoir arriver à aboutir à la fin de la chose. Alors, on change de cheval, mais complètement, on va complètement de l'autre côté. Il ne s'agit plus de former des compétences très particulières, celles qui répondent à la question pourquoi ce chirurgien est compétent. On va décrire la compétence par une description tellement générale que plus personne ne peut rien en dire. Il faut former les esprits curieux, il faut former les esprits collaboratifs, vous pouvez aligner un certain nombre de choses. Alors, personne n'est capable de décrire de quoi il s'agit, exactement. C'est-à-dire qu'on estime qu'on peut arriver à trouver ça, mais on ne sait pas comment le décrire. Si, par une manière, par l'évaluation. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui vont définir par eux-mêmes ce que veut dire être curieux, évaluer ça, et ils vont dire, eh bien ça c'est de ça que je parle quand on dit être curieux. Vous savez, comme Binet, avec le test d'intelligence, quand on lui disait, mais c'est quoi l'intelligence? Il disait, mais c'est ce que mesure mon test. C'est exactement, parce que vous savez bien que c'est assez difficile de décrire ce qu'est l'intelligence. Mais lui, il avait une réponse. C'est ce que décrit mon test. Qu'est-ce que c'est qu'être curieux? C'est ce que décrit PISA. Et comme ça, vous savez ce qu'est curieux. Et tout le système va être piloté par une évaluation sur des choses dont vous ne savez rien. D'ailleurs, dans une des brochures de votre institut, j'ai trouvé cette phrase très extraordinaire, parce que, évidemment, personne ne sait ça. Et alors, voilà ce que je lis. Je ne sais pas qui l'a rédigé, excusez-moi, je ne veux pas être trop polémique. Bon. Reconnaître cette incertitude, c'est accepter le caractère mystérieux de l'être humain. Alors, quand vous faites des sciences, même des sciences humaines, arriver sur une telle phrase, c'est bien, parce qu'on reconnaît qu'on ne sait pas. Mais bon, après, à partir de là, dire quoi que ce soit, c'est absolument impossible. Et puis, vous avez les intermédiaires. Par exemple, vous lisez, il faut que les gens soient capables de lire un texte. Jusque-là, tout le monde dit, mais c'est vrai, il faut lire des textes. Et en laissant supposer que la lecture d'un texte, d'une poésie, par exemple, c'est la même chose que lire un énoncé de mathématiques. Mais ce n'est pas le cas. L'énoncé de mathématiques est rédigé en langue naturelle, en français, pour parler rapidement. Mais il n'est pas rédigé de n'importe quelle manière. C'est un énoncé de mathématiques. Et quand les gens butent sur l'énoncé de mathématiques, s'ils ne savent pas lire, ils n'arriveront pas à le lire, ça c'est sûr. Mais qu'ils sachent lire et qu'ils ont des problèmes en maths, ils buteront en maths, pas sur la lecture. Vous lisez par exemple, il faut que quelqu'un sache lire facilement des schémas. Admettons. Un schéma électrique, c'est un schéma. C'est pareil qu'un schéma sagittal qui va mettre des flèches entre les trucs, ça n'a rien à voir. C'est graphique, oui, ça j'ai compris, c'est écrit, c'est un dessin, mais ça ne veut rien dire, lire un schéma. Donc vous voyez, quand vous regardez les choses très précises, vous tombez sur impossible à achever la chose. Et c'est normal qu'il soit impossible d'achever la chose. Ça, c'est l'autre aspect des gens qui disent « Non, moi les compétences, ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon truc ». Et qui pensent que, parce que vous allez faire un enseignement académique très de haut niveau, former la pensée tellement critique de haut niveau, que ça va former les gens au travail. Mais non, ce n'est pas vrai. Ça ne suffira pas. Il faut travailler pour pouvoir apprendre le travail. Ça, c'est obligé. Oui, d'accord, on a compris ça. Ou bien alors, c'est des compétences tellement générales que vous ne savez pas comment dire. Et même les intermédiaires, ça ne marche pas bien. Alors, si vous regardez toutes ces questions-là, l'entrée par les compétences, on n'y arrive pas, tout simplement. On peut les décrire et les redécrire, on n'y arrive pas. On voit bien le sentiment et de pourquoi il en fait ainsi. Je ne sais pas répondre à la question pourquoi on fait du latin, je vais y revenir. Peut-être que oui, peut-être que non, mais supposons que je ne sache pas. Quel rapport entre le latin et le chirurgien? Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a, ça d'accord, c'est un problème. Mais de toute façon, ce n'est pas parce que je vais rentrer par la compétence du chirurgien que j'arriverai à résoudre le problème. Comment on forme les chirurgiens? C'est deux choses qui doivent être discutées plus dans le détail et d'une manière plus approfondie. Si bien que, quand on veut regarder qu'est-ce que c'est que la compétence, moi, dans un vieux texte, j'en avais réussi à trouver, et je suis sûr qu'on peut en trouver plus, 141 définitions de la compétence. Les gens vont vous dire, rentrons par les... Mais c'est quoi? 141 définitions, et je suis sûr de ne pas être arrivé au bout, parce que bon, je ne connais pas la Chine, enfin je ne connais pas la Chine, le Japon, il y a des articles que je ne connais pas, il doit y avoir d'autres personnes qui les décrivent encore autrement. Donc ce n'est pas la bonne façon de faire. Maintenant, je crois savoir à quoi ça correspond comme type de problème nouveau que nous avons. Parce que si vous regardez les points de vue des libéraux, des néolibéraux, de l'OCDE, des entreprises, parce que c'est de là que vient l'entrée par les compétences, il ne faut jamais oublier ça. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein. Je ne fais pas de politique ici, ce n'est pas parce que c'est les patrons que c'est mauvais, ce n'est pas ça du tout que je veux dire.
Mais le point de vue qu'ils ont n'est pas obligatoirement le point de vue éducatif. C'est deux choses un peu différentes. Bon. Donc, mais on voit à quoi ça correspond. Ils veulent des gens qui soient immédiatement employables. C'est ça la question. Et comment on peut faire pour qu'ils soient le plus vite possible employables. Ça, c'est un problème, mais qui n'est pas le mien. Voilà. Maintenant, il y en a d'autres qui sont effectivement des problèmes, qui surgissent des questions que nous avons. Alors là, je vais quitter la formation professionnelle au sens strict, sur lequel je ne suis pas spécialiste, ça, je dois vous dire. Je suis didacticien des sciences, mais essentiellement dans l'enseignement général, l'enseignement obligatoire, primaire, secondaire, etc. Regardons là. Quand vous regardez un système éducatif, il y a 3 choix politiques qui dirigent un système éducatif. Le premier, c'est à qui on l'enseigne. Alors là, je ne vais pas développer beaucoup plus, mais c'est très important. Savoir par exemple si on enseigne aux garçons et aux filles. Si le système est mixte. Ça ne fait pas très longtemps qu'il l'est. Si vous avez un système qui n'est pas mixte, vous rentrez par les compétences, vous rentrez par les contenus, vous rentrez par ci et ça, de toute façon, c'est un système sexiste. Inévitablement. Voilà, c'est pas la peine d'expliquer de tout le reste. Donc ça, c'est une première question. À qui on l'enseigne? Et pendant combien de temps? Et est-ce que c'est commun ou est-ce que c'est pas commun? Par exemple, il y a tout un débat, il n'y a plus de débat. Mais bon, normalement, dans la présidentielle, il y aura un débat sur la question de savoir s'il faut maintenir ou pas le collège unique. Le collège unique est en crise très forte, ne marche pas, voilà, pour dire les choses rapidement. Bon, mais il faut savoir si on maintient le principe de l'enseignement commun jusqu'à un certain âge, pour un certain nombre de personnes. Je vous donne un exemple tel que je viens de le prendre. Et dans la constitution de notre pays, il y a l'égalité des hommes et des femmes, en tout point. Tout le monde sait que ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qu'on fait? On enlève de la constitution ou on se bat pour qu'il en soit ainsi? Et pour le collège unique, c'est le même problème. Tout le monde sait que ça ne marche pas. Mais on vous en fait quoi? Vous dites on enlève la constitution, c'est plus la loi, il n'y a plus le collège unique. Ou vous faites en sorte d'essayer de lever les obstacles pour arriver à ce collège unique. Donc première question que je ne développe pas là, parce que ce n'est pas directement lié aux questions qu'on discute. Premier choix, à qui on l'enseigne? Deuxième choix, qu'est-ce qu'on enseigne là-dedans à l'école générale, disons, pour ça. Et ça, c'est un problème nouveau. C'est un problème nouveau parce que pendant des siècles et des siècles, il y avait un accord complet sur qu'est-ce qui devait être enseigné à l'époque à l'université, parce qu'avec ça, en fait, bon, il y avait 4 domaines qu'on enseignait, et puis c'est tout. Il n'y avait aucun débat sur qu'est-ce qu'il faut enseigner. Il y a une sélection absolument inouïe, drastique, sur ce qui est scolarisé. Sur pourquoi on scolarise ça, pourquoi on fait du latin, pourquoi on fait des maths, etc. Qui décide ça et pourquoi on décide? Il y a toujours des gens qui viennent vous expliquer, il y a de très bonnes raisons cognitives, etc. Non, c'est compliqué, c'est un choix politique, c'est pas seulement un choix cognitif. Le seul choix qui est vraiment à peu près universel, c'est l'entrée dans les pratiques écrites. Le lire-écrire, disons, pour aller rapidement. Entrer dans les pratiques écrites, vous pouvez mettre les maths dedans, les maths élémentaires. Bon. Et une des preuves indirectes, c'est que tous les pays du monde, toutes les écoles du monde, universellement, font au moins ça, toutes, sans exception. Mais nous, on fait de la géographie. Il y a plein de pays qui ne font pas de géographie. On fait de la philo, nous. Et même pas assez, puisque dans l'enseignement professionnel, c'est toujours pas. Bon. Il y a plein de gens qui n'en font pas. Bon. Il y a des gens qui font du théâtre, pas nous, sauf par option. Toutes ces questions-là, elles sont ouvertes. C'est pas vrai qu'il faut se laisser marquer par la tradition que nous avons, qui est comme on l'a fait pendant très longtemps, donc on va continuer éternellement à faire la même chose. C'est un choix politique extrêmement compliqué à conduire. Si on débat est-ce qu'il faut faire des maths, si on débat est-ce qu'il faut faire des sciences, moi je vais défendre que oui, j'ai des arguments pour ça. Mais je sais qu'il faudrait en débattre, c'est pas évident du tout. C'est le deuxième choix. Mais ça signifie qu'il y a quand même des choses qui sont à l'école. Des contenus, c'est pas parce qu'on parle ici des contenus, mais lesquels? C'est une discussion qu'il faut avoir, bien sûr. Qu'est-ce qu'on enseigne? Pourquoi il faut enseigner ça et pas d'autres choses? Par exemple, en parlant de compétences sociales, de compétences dans la vie, il s'avère que, bon, je l'ai dit déjà plusieurs fois, je ne suis pas le seul, on n'enseigne pas la médecine dans notre système éducatif. C'est inouï, on enseigne les maths, mais pas la médecine. Pourquoi? Parce que c'est trop compliqué? Enfin, les maths, c'est compliqué aussi. On y arrive dès la maternelle, on essaie de faire, on transpose, on fait des trucs, etc. Donc on pourrait y arriver. Quand il faut convaincre les gens de ne pas utiliser les antibiotiques n'importe comment, on fait une campagne à la télé. Pourquoi il n'y a pas d'enseignement médical? Moi, j'ai ma réponse à ça. C'est parce que c'est la propriété et le monopole d'une caste particulière qui ne veut pas que ce savoir se diffuse. Mais ça, c'est un autre débat. Mais si on le faisait, bien sûr qu'il faudrait enlever autre chose. Eh bien, ce serait compliqué. Donc ces débats-là de compétences générales, on peut les avoir en termes de contenu.
La FSU, on discute très souvent d'ailleurs de ces questions-là. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enseignement commun? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais bien que le débat est ouvert, mais ce n'est pas entrer par les compétences ou entrer par les contenus, ça n'a rien à voir. C'est de toute façon entrer par des contenus scolarisables que l'école peut arriver à travailler. Enfin, dernier point que je vais développer plus, parce que ça revient à la question que nous discutons, c'est comment on enseigne, la question pédagogique, qui est aussi une question politique. Parce qu'une fois que vous avez dit à qui on enseigne, soit que vous avez décidé ce qu'on enseigne, la question de comment on le fait ne donne pas les mêmes résultats. Alors là, j'ai sous les yeux, excusez-moi, mais le même document qui m'a frappé, disons, qui dit, voilà comment il faut faire. L'approche par compétence place au premier plan une démarche fondée sur les résultats d'apprentissage, par opposition à l'approche traditionnelle basée sur les contenus de formation. Ça, je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire. Parce qu'évidemment, je peux juger les contenus de formation qui sont aussi des résultats. Bon, je ne comprends pas où vient cette opposition. Elle consiste essentiellement à définir les compétences inhérentes à l'exercice d'un métier. Ça, c'est le chirurgien dont je vous ai parlé. C'est inaccessible, évidemment, complètement. Et elle est transposée dans le cadre de l'élaboration d'un référentiel de formation au programme d'études. Mais on passe à côté d'une chose majeure. C'est la discussion numéro 2, qui est quels sont les savoirs humains dont on pense qu'ils ont un pouvoir de formation suffisamment important pour fonder la curiosité, la collaboration, toutes ces questions-là. Et surtout, de comment on le fait. Et ça, c'est aussi une question tout à fait décisive. Parce que si vous avez un enseignement qui est un enseignement très directif, dans lequel il y a une parole qui descend et elle ne revient jamais, dans lequel les gens ne sont pas mis en situation d'élaborer, de construire leur propre savoir dans le contenu que vous leur avez proposé, vous n'obtenez pas les mêmes résultats, même si les gens savent résoudre les mêmes exercices. Ils ne sont pas formés de la même manière. Vous ne formez pas les mêmes citoyens. Et donc, évidemment, vous ne formez pas, en plus, toutes les grandes choses qui sont dites, l'esprit critique, et toutes ces questions-là. Évidemment. Donc, cette question devait être discutée dans le cadre scolaire. Bien sûr qu'il y a un débat là-dessus. Si je veux savoir forger des gens qui sont habitués au travail collaboratif, il faut que ça ait une traduction dans la pédagogie que je conduis. Ça, je suis capable de comprendre parce que c'est concret. On me dit qu'il faut qu'il soit collaboratif. D'accord, regardons comment cette pédagogie est conduite sur un contenu donné. Il y a plusieurs manières de voir les contenus. Et ça a des effets. La question pédagogique est une question sociale, est une question politique, et ça dépend, on ne forge pas les mêmes citoyens selon ce que l'on peut conduire. Par ailleurs, il y a un débat pour savoir si cette méthode ou telle autre méthode est plus efficace pour aborder les contenus eux-mêmes. C'est aussi une question, parce que si j'ai une méthode qui est pédagogique absolument fantastique, mais où au final les gens n'apprennent rien, il y aura un problème. Donc il faut que je mesure les deux. Il faut que je sois au moins que les méthodes que je propose comme méthodes alternatives, si elles sont alternatives, qu'au moins ces méthodes réussissent à apprendre les mêmes choses, au moins le minimum, enfin la même chose. Et puis ensuite on discute des choses supplémentaires qui peuvent se donner. Mais il y a des raisons anthropologiques à ça. Pourquoi est-ce qu'il faudrait être collaboratif ? Parce que l'activité humaine l'est. Donc il y a des raisons, ce n'est pas juste parce qu'il faut forger les compétences. Parce que c'est quand même inouï que toutes les activités humaines soient collaboratives, toutes quelles qu'elles soient, mais pas à l'école. À l'école, les gens sont individuels, chacun son truc seul, on va vérifier son contrôle tout seul, on n'agit pas avec les autres, donc là il y a un problème. Parce que ça, effectivement, ça ne forge pas les possibilités humaines, citoyennes, générales, indépendamment même des métiers que nous pouvons... Alors, que cette question s'ouvre, oui, incontestablement, mais en regardant les choses toujours du point de vue des contenus et de comment je les traite. Il n'y a aucune raison de faire intervenir des compétences extrêmement lointaines et abstraites pour discuter de cette question. Et pourquoi la question que je viens de discuter là maintenant a pris une telle ampleur ? Alors, je vous ai dit, il y a une première crise qui est qu'il n'y a plus d'accord sur quels sont les contenus majeurs qui doivent être enseignés dans notre système scolaire. Il y a donc un débat politique indispensable à conduire là-dessus. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne sait pas comment le conduire. On ne sait pas comment le peuple peut s'en emparer, parce que quand je dis qui va décider ça, ce n'est pas les profs, ce n'est pas les institutions. Normalement, c'est les citoyens qui devraient discuter quels sont les contenus les plus importants à mettre. Mais on ne sait pas bien faire ça. Ça, c'est vrai, je n'ai pas le temps de développer. Bon. C'est un problème de crise, ce n'est pas celui qui nous occupe directement maintenant. Mais dans la question que je viens d'aborder, ça c'est lié à pourquoi cette question des compétences est venue si fortement. Et que je vais vous décrire de la manière suivante. Il fut un temps, qui a duré très longtemps,
dans lequel la logique qui dominait notre enseignement était ce que j'appelle la logique de la restitution. C'est-à-dire, je vous dis une chose, et ce que je vous demande, c'est de me redonner la chose que je vous ai dite. Alors ça paraît simple comme ça, par exemple, je vous dis, Paris est la capitale de la France. Et ce que je vous demandais, c'est quelle est la capitale de la France? Et vous devez me dire, Paris, c'est la restitution. Bon, ça marche, c'est pas si facile, parce que, rappelez-vous, peut-être que vous ne le savez pas, mais dans notre pays, il paraît qu'avant c'était tellement mieux. Hein, bon. Mais notre pays, il n'y a jamais eu plus de la moitié du pays qui a eu le certificat d'études primaires, le fameux certif. Jamais plus de la moitié. On est maintenant près à 70%, 75% du bac. Je sais qu'on obtient le bac dans les pochettes surprises, je sais tout ça, mais enfin bon, quand même. Il y a donc une sacrée évolution. C'est pas si facile la restitution. Mais c'est la restitution. Et pour des raisons qui sont éminemment positives, qui viennent avec une conception de l'être humain positive, qui viennent de la gauche essentiellement, mais aussi de la droite politique, l'idée s'est installée qu'il fallait passer de cette logique de la restitution à la logique de la compréhension. C'est-à-dire non seulement je vais restituer, mais je vais être capable d'aller plus au fond que la restitution. Je vais être capable de travailler plus cette question. Par exemple, je vous dis, quelle est la capitale de la France? Et je vous dis, c'est Paris. Je fais un cours, je vous dis, voilà, c'est Paris. Mais quand je vais vous poser la question, je vais vous demander, est-ce que Marseille est la capitale? Est-ce que Marseille est une capitale? Ben, c'est pas facile, je ne vous l'ai pas dit avant. Mais là, ce que je fais travailler, ce n'est pas l'information Paris est la capitale de la France, c'est le concept de capitale. Et tout notre système agit dans ce sens-là. Il demande beaucoup plus. Je ne parle pas des résultats, hein, mais il demande beaucoup plus. Parce qu'il veut que les gens soient capables de faire ce chemin supplémentaire, qui est beaucoup plus intéressant, évidemment. Parce qu'on dira Lyon, c'est la capitale de la gastronomie, Marseille était la capitale du football. Bon, pour aller alors, ça marchait avant quand je le faisais, mais ça ne marche plus. Bon, pour des raisons autres. Bon, voyez donc, voilà. Donc on peut toujours faire travailler ce c'est beaucoup plus mais ça ouvre un élément qu'on domine mal d'ambiguïté dans le rapport, de ce que les didacticiens appellent dans le contrat didactique. Cette ambiguïté est renforcée considérablement parce que les gens qui reçoivent ne savent pas exactement ce qu'on leur demande. On leur demande de faire le travail de mûrissement des concepts qu'on leur a donnés dans une large part de leur propre façon. Vous trouvez ça en maths d'une manière extraordinaire. Vous avez des exercices qu'on donnait avant en mathématiques, je suis sûr que vous-même ici aurez beaucoup de mal à le faire, même les scientifiques. Et qu'on donnait ça à l'école primaire, les problèmes de marchand de vin. Comment on fait pour faire des mélanges, pour obtenir, etc. Mais les gens ne comprenaient rien à ce qu'ils faisaient. Ils utilisaient, ils disaient, vous faites ça, vous ajoutez ici. Il n'y avait même pas une multiplication, une division, ils avaient une technique qu'ils faisaient, et on ne leur demandait pas de comprendre rien à aucun moment. Ça ne serait plus possible maintenant. Maintenant, pour faire une chose, il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Et pourquoi il faut comprendre pourquoi c'est comme ça? Parce que ce qu'on va vous demander après, c'est de travailler cette question-là. Et ça, c'est très bien. Il n'est pas question, enfin pour moi, pas question de revenir sur ça, parce que ce n'est pas la même société conforme si on abandonne cette exigence. Donc les vieux réacs et tout qui vous disent qu'il faut revenir à avant, je suis pas déjà ça ne marchait pas très bien. De toute façon, ce n'est pas ça qu'on doit viser. Mais on ne sait pas bien faire. On n'a pas assez d'études pour faire ça, on n'a pas assez de travail, on n'a pas assez de discussions pour arriver à savoir comment faire que cette demande soit d'abord réalisée et ne soit pas sélective. Parce que plus vous ajoutez de l'ambiguïté, plus les catégories qui sont les plus loin des codes scolaires sont en difficulté. Il y a un problème majeur là-dessus. C'est pas un problème facile. Donc c'est pour ça que les questions de compétences reviennent dans cette affaire. En disant, moi ce que je voudrais, c'est que les personnes soient compétentes de ce point de vue-là, soient capables de prendre du recul, soient capables de... Parce que ce recul, je sais bien qu'ils vont le faire en dehors des maths, ils pourront le faire sur d'autres choses, ça je sais bien. Donc je voudrais qu'ils prennent ce recul-là, qu'ils soient formés d'une manière plus vaste à cette question. On ne sait pas bien. Donc c'est pour ça que si on enlève toutes les questions purement économiques, disons, si cette question des compétences arrive, c'est pour ça. C'est parce qu'on voudrait que ce ne soit pas juste faire des maths, mais comprendre les maths. Et comprendre les maths, on ne sait pas bien la réponse à ce que ça veut dire. Quand vous allez, par exemple, je dis, mon fils, il a bien travaillé cette table de multiplication, mais il n'est pas arrivé, il a eu une mauvaise note. Table d'addition, disons. Et l'incite va vous dire, oui, mais il n'a pas vraiment compris l'addition. Sauf que l'incite en question elle-même ne sait pas ce que veut dire vraiment comprendre l'addition. Donc, on ne sait pas bien ce que c'est comprendre, on ne sait pas où ça s'arrête. Vous introduisez de l'ambiguïté qu'on arrive mal à maîtriser, et là, ce débat sur les compétences devient intéressant. Les compétences générales, les compétences un peu globales deviennent intéressantes. Mais attention, et je termine par là.
Pour forger toutes ces compétences, il faut qu'elles reposent sur quelque chose. Les choses les plus énormes qu'on peut trouver du point de vue de l'esprit critique, c'est quand vous avez la situation suivante. L'Instit a écrit au tableau une multiplication et elle s'est trompée. Une élève de la classe se lève et dit « Madame, vous êtes trompée dans la multiplication ». Imaginez ce que ça veut dire, c'est inouï comme situation ça. Ça signifie que moi, élève, vous, prof, moi je ne suis pas adulte, je suis une petite, mais vous m'avez donné les moyens, vous, prof, de vous dire vous vous êtes trompé. Et vous ne pouvez pas faire autrement que d'admettre que vous vous êtes trompé. C'est ça l'esprit critique. C'est d'avoir suffisamment de bases qui ont été fournies pour que je ne puisse pas admettre la parole du professeur juste parce que c'est la parole du professeur. Et avec les mêmes règles que le professeur me donne, je peux lui montrer qu'elle a tort. Et quand quelqu'un m'apprend à raisonner en philosophie, m'apprend à raisonner en français, en rédaction, comme on disait avant, et que le prof dit « mais non, ton argument il n'est pas bon », l'esprit critique c'est quoi? C'est de dire avec tous les moyens que tu m'as donnés, pas parce que je ne suis pas content, pas parce que tu es raciste et ça ne me plaît pas parce que tu m'as fait du mal, parce qu'avec les moyens que tu m'as donnés, oui, mon argument il est valable, madame, et vous devrez en tenir compte. Et forger l'esprit critique sur du rien, ça n'existe pas. Ça ouvre la porte. Bon, c'est évidemment, les gens n'écrivent pas pour ça, mais vous voyez bien que forger l'esprit critique sur du rien, vous avez une élection il n'y a pas longtemps qui s'est passée là-dessus, sur la post-vérité et tout ce que l'on connaît, etc. Parce que c'est les mêmes trucs, c'est que tout se vaut. Et donc je vais fournir les gens, il n'y a plus rien, à savoir, rentrez là-dedans, faites fonctionner votre cerveau, montrez votre esprit critique et ça va aller. Ben ça ne va pas. Donc sur toutes ces questions-là sur les compétences, oui, il y a des problèmes nouveaux. Bien sûr qu'on peut en discuter. Moi, je n'ai rien contre le terme. Je sais bien qu'il existe et je vois bien à quoi il peut faire référence parmi les centaines de définitions qu'on a. Mais poser le problème n'est pas le résoudre. Je vous donne juste une dernière image pour ça. L'apprentissage quand vous apprenez quelque chose, les mathématiques par exemple. Vous êtes au sommet de la colline, ou pour prendre un exemple plus simple, tout le monde, je pense, admettra, le fait d'apprendre à lire et à écrire. Vous êtes au sommet de la colline, vous savez lire. Et on regarde comment un expert sait lire. Et vous savez sans doute que l'expert, il ne lit pas en lisant tous les mots, bon, il ne devine pas, mais il arrive à aller rapidement, il devine, sauf que des fois il se trompe, alors il revient. Bon, tout ça, on sait comment fait l'expert. Mais parce qu'il sait lire. Si vous tirez directement de la manière dont fait l'expert pour trouver le chemin pour monter à la montagne, vous n'allez pas y arriver. C'est pour ça que l'école est là. L'école a été inventée parce que les savoirs qui étaient à la disposition des professions, que vous trouvez décrits chez Diderot dans l'encyclopédie, toutes les professions du pays, la somme du savoir humain de l'époque, parce que tout ce savoir-là, il fallait pouvoir l'aborder, il fallait pouvoir l'enseigner. Il y avait donc un travail sur le savoir, il y avait une transposition de ce savoir, il y avait une reconstruction de ce savoir. On peut se tromper, bien sûr, il y a un débat, mais on fait un travail pour que ce soit accessible aux gens qui apprennent. L'idée, c'est de se débarrasser de tout ça, soyons au sommet de la colline, allons directement au sommet de la colline, regardons comment on fait, et encore, on n'arrive pas à décrire exactement ce que fait la personne au sommet de la colline, déjà, et forgeons les choses en se débarrassant de l'école. Eh bien écoutez, cette façon de voir les choses est absolument dramatique, parce que, au bout du compte, effectivement, il n'y aura plus d'école, enfin, on va l'atteindre à un point tel qu'elle sera plus utile. Et la deuxième chose très malheureuse, c'est que je constate que les arguments qui vont dans ce sens-là ne font que gagner. Et donc, ça fait des années que j'ai écrit pour rien, mais bon, ça n'empêche pas d'essayer quand même de dire ce que je pense. Je vous remercie. Par contre, je voudrais aborder une autre dimension du débat, puisque l'intitulé qu'avait proposé Alain Betton, c'était, si je ne m'abuse, « Intérêt et limites de la notion de compétence dans la formation des enseignants ». Et donc moi, je voudrais me centrer plutôt sur la question de la formation des enseignants et de la place de la compétence dans le cadre d'une formation professionnalisante universitaire. Donc c'est un déplacement un petit peu du point de vue qui, encore une fois, ne m'amène pas à m'inscrire en faux contre ce qu'a dit Samy. Je le partage pour la plupart de ce qu'il a dit, je partage totalement ce qu'il a développé. Simplement, moi, je m'intéresse à la question de comment la formation prend en compte
complexité que représente le processus de construction de la compétence professionnelle. Alors, au passage, vous aurez remarqué que j'utilise la compétence et pas les compétences, parce que dans le champ de recherche qui est le mien, les sciences du travail et les sciences de l'action, on parle plus volontiers de la compétence au singulier. Yves Schwartz, par exemple, parle des ingrédients de la compétence professionnelle, et parmi ces ingrédients, j'en cite 3 sur 5. Le premier, et j'y insiste parce qu'il y a une tendance générale, y compris lorsqu'on s'intéresse à la compétence professionnelle dans la formation, à opposer compétence et savoir. Et le premier ingrédient de la compétence pour Schwartz, c'est précisément le concept et les savoirs. Le deuxième ingrédient, c'est ce qu'il appelle l'incorporation des situations, la capacité à s'approprier des situations de travail, des milieux de travail, etc., qui passe notamment par le rôle que joue le corps. Et je pense qu'un des grands absents de la formation des enseignants, c'est précisément la prise en compte du fait qu'ils ont un corps soi, dit Schwartz, c'est-à-dire qu'ils sont amenés à habiter la classe, qu'ils sont amenés à faire un usage d'eux-mêmes qui est assez spécifique à ce métier, qui n'est pas du tout de même nature que celui qu'on mobilise dans d'autres activités extrascolaires. Et un des fondements de la compétence pour Schwartz, c'est précisément cette question des usages de soi, des usages corporels de soi. C'est le deuxième ingrédient. Et le troisième ingrédient, et là on va trouver, il me semble, une définition de la compétence qui me paraît intéressante à avoir en tête quand on s'intéresse à la formation des enseignants, puisque le troisième ingrédient, c'est la capacité à mettre en dialectique ces 2 premiers ingrédients. C'est-à-dire à mettre en dialectique des savoirs, des concepts, et des éléments du second ingrédient qui, eux, relèvent de l'appropriation de milieu de travail, de la manière de le faire sien, de l'habiter, etc. Voilà, donc c'est première indication qui permet de pointer ce qui me paraît être l'intérêt de la compétence lorsqu'on s'intéresse à la formation professionnelle, notamment des enseignants, c'est de mettre en avant, alors ça peut se discuter, je force le trait volontairement, mais c'est de mettre en avant le fait que toute formation professionnelle vise plutôt à construire un sujet capable qu'un sujet épistémique. C'est une distinction que proposent les collègues qui travaillent en didactique professionnelle, Vergniaud, mais surtout Pastré, Mayen et d'autres collègues, et qui insistent fortement, Rabardel, qui insistent fortement sur le fait que si on oublie qu'en formation professionnelle, l'enjeu, c'est de former des sujets capables, on risque de former des sujets qui vont se retrouver en grande difficulté pour maîtriser les situations professionnelles. Alors bien entendu, le sujet capable, ce n'est pas un sujet ignorant, mais c'est un sujet pour qui les connaissances, les savoirs sont subordonnés à l'action, pour qui les savoirs, les connaissances devraient devenir des instruments au service de l'action. Donc encore une fois, cette idée de mise en dialectique que propose Schwartz, c'est le troisième ingrédient, elle me paraît tout à fait centrale lorsqu'on s'intéresse à la compétence au sens où je viens de la définir, c'est-à-dire ce qui est à la source d'une efficacité malgré tout dans la maîtrise des situations professionnelles. Et encore une fois, ce qui pose problème dans l'approche par compétence telle qu'elle est développée aujourd'hui, et d'une certaine manière, y compris dans la façon dont elle est développée au sein d'Aix-Marseille Université et donc à l'ESP aujourd'hui, c'est qu'on est plutôt sur des approches très behavioristes de la compétence qui font pas du tout écho à cette approche-là de la compétence comme mixte de savoir et d'éléments qui relèvent de ce que j'appelais le second ingrédient. Donc ça, c'est un point sur lequel on pourra revenir dans la discussion, mais parce que la question du savoir, bien entendu, elle se pose de manière particulière dans le cadre de la formation d'enseignants. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas enseigner des savoirs, bien au contraire. Simplement, si effectivement l'idée est l'enjeu est bien de former des enseignants à maîtriser des situations professionnelles, alors il faut prendre acte du fait qu'on forme des sujets capables, qui encore une fois sont des sujets qui sont en capacité de dire non pas seulement je sais, mais je peux. Et pour mes propres travaux portant sur notamment la question de l'entrée dans les métiers de l'enseignement, c'est un premier effet de loupe sur le travail enseignant, et plus particulièrement sur l'entrée dans l'enseignement dans les milieux dits difficiles, montre à quel point il faut prendre au sérieux cette question du sujet capable.
Sinon, on a des sujets qui sont effectivement dans un sentiment d'incapacité, d'impuissance, et ça produit des choses assez catastrophiques parce que du coup, ils renvoient sur les élèves leur impossibilité de maîtriser les situations professionnelles auxquelles ils sont confrontés, en disant de toute façon c'est des petits cons, on ne peut rien faire avec eux, etc. Alors même que ce qui leur pose problème, c'est qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se forger un certain nombre de compétences clés leur permettant d'organiser le travail des élèves et d'instaurer un cadre serein qui leur permette d'entrer en activité et en apprentissage. Alors j'avais prévu, mais là le fil est trop court et puis ça prendrait trop de temps, on a peu de temps, j'avais prévu de vous présenter un petit prototype clinique, je vais juste l'évoquer. C'est un travail issu de la thèse de Nathalie Monnier qui s'intitule « L'activité didactique empêchée » et qui a fait l'objet d'un article qu'elle a écrit avec Chantal Amadesco dans la Revue française de pédagogie, qui a l'avantage de mettre en évidence la complexité des arbitrages que l'enseignant est amené à faire. Et pour moi, la question de la compétence est liée à cette possibilité d'arbitrer à partir d'un certain nombre de finalités qui peuvent se télescoper les unes avec les autres. Donc je lis juste ce qu'écrivent Nathalie Monnier et Chantal Amadesco. Il s'agit d'une enseignante de PS, Nadia, qui enseigne en lycée professionnel et qui a été filmée lors d'une séance de PS. Et elle s'attache à mettre en évidence les quelques premières minutes du cours. Et elles écrivent « Il apparaît de façon remarquable que cette enseignante gère, dans une unité de temps très courte, celle de la tâche, divers enjeux, ne pas entrer en conflit avec les élèves dès l'entame du cours, asseoir le PS comme une discipline d'enseignement dans laquelle il faudra travailler et non pas simplement s'amuser, parvenir à faire travailler les élèves quitte à s'opposer à leur représentation de l'EPS, ne pas renoncer à ses convictions concernant son rôle et sa mission d'enseignant, parvenir à garder le contrôle de la classe, échauffer physiquement ses élèves. » Et elles ajoutent, cette enseignante n'échappe pas au constat que font les cliniciens de l'activité, elle agit dans une interférence d'intention qui se percute, et elle est obligée de faire des choix, de laisser quelquefois de côté un certain nombre de dimensions qu'elle souhaiterait pouvoir prendre en compte, et donc d'arbitrer provisoirement en faisant des compromis pour pouvoir malgré tout être efficace dans la mise en activité de ce groupe d'élèves de lycée professionnel. Pour moi, la compétence, elle a à voir avec ça, et l'intérêt de la compétence, c'est d'avoir mis le projecteur, effectivement, sur le travail réel des enseignants. D'avoir mis le projecteur sur non seulement ce qu'on demande aux enseignants, mais ce que ça leur demande de faire ce qu'on leur demande de faire. Et cette non prise en compte de ce que ça demande aux gens de faire ce qu'on leur demande de faire pose problème en formation, dans la mesure où on laisse les gens finalement se débrouiller tout seuls pour essayer de faire avec ce qu'on leur demande de faire, en prenant en compte ce que ça leur demande de faire, et donc d'essayer de se débrouiller pour réduire le coût lié au fait qu'ils sont pris dans un faisceau d'intentions, comme c'est le cas de Nadia, qu'ils n'arrivent pas toujours à mener de manière concurrente. Et du coup, l'intérêt de la compétence, c'est par rapport à un certain nombre de travaux qui par ailleurs ont mis en évidence des choses tout à fait intéressantes sur le travail enseignant. Je pense notamment, je sais que Elisabeth Bautier est intervenue récemment au cours d'une conférence. S'il me semble que, et j'ai eu souvent l'occasion d'en discuter avec ses collègues, notamment avec Jean-Yves Rochex, il me semble que ce qui longtemps a caractérisé les recherches sur le travail enseignant, c'est une sorte de regard un peu péjoratif, disqualifiant sur l'activité ordinaire de l'enseignant. Par exemple, la question des malentendus, et encore une fois, je prends très au sérieux cette question des malentendus. Je pense que c'est très important de faire travailler les enseignants en formation sur cette question des malentendus, mais la question qui reste ouverte, c'est comment on s'y prend autrement. Et la compétence, c'est ça qu'elle pose comme question. C'est-à-dire finalement, comment on fait. Un psychologue social du travail qui est décédé il y a quelques années, Jacques Curie, s'est levé un jour au cours d'un colloque de psychologie en disant c'est bien beau tout ce que vous racontez, mais la question quand même qu'il faut poser, que personne ne pose, c'est comment les professionnels se démerdent pour faire ce qu'on leur demande de faire avec une efficacité malgré tout. Et pour moi la compétence c'est ça, c'est s'intéresser à la manière dont les professionnels se démerdent, se débrouillent pour essayer de faire malgré tout, malgré des prescriptions
notamment en matière de compétences qui sont complètement contre-productives, malgré des élèves qu'il est difficile de faire entrer en activité, en apprentissage, comment certains enseignants se débrouillent pour, malgré tout, instaurer des conditions qui permettent effectivement aux élèves et à l'enseignant de travailler. Et donc du coup, il me semble que si on s'intéresse à cette dimension-là de la compétence, et c'est bien la compétence et pas les compétences, la compétence comme capacité finalement, comme le dit Schwartz, à mettre en dialectique des savoirs et de l'expérience, de la connaissance et de l'expérience, alors on peut avoir une autre vision, un autre point de vue sur la formation professionnelle qui aujourd'hui, dans le cadre de la professionnalisation, reste quand même très fortement marqué par l'idée que enseigner n'est pas un vrai métier, c'est Yves Chevalard dirait c'est une semi-profession, et donc le mouvement de professionnalisation qui vient des anglo-saxons, dont les anglo-saxons sont d'ailleurs revenus, il faut le savoir, on a toujours quelques trains de retard en France, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui très critiques chez des chercheurs américains sur ce mouvement de professionnalisation qui finalement consiste, si on résume cette logique de la professionnalisation, elle consiste à considérer que les enseignants sont incompétents et que pour les rendre compétents, il faut partir d'en haut, c'est-à-dire des savoirs universitaires, et deuxièmement, qu'ils sont dans l'incapacité à produire de la compétence. Et donc, elle fait passer à la trappe complètement tout un pan de l'expérience enseignante, aussi bien expérience individuelle qu'expérience collective, et notamment le genre professionnel, pour reprendre une notion qu'utilise Chloé Faïta, c'est-à-dire la manière dont le métier s'est construit autour de façons de penser, de façons d'agir, dans lesquelles les professionnels se retrouvent, dans lesquels non plus le dernier mot n'est jamais dit, parce que la caractéristique du genre professionnel, c'est qu'il faut en permanence le maintenir en état de fonctionnement, puisque les problèmes se déplacent, le rapport des publics scolaires à l'école et au savoir évolue, donc ce genre n'est pas bien sûr écrit une fois pour toutes, mais un ensemble de manières de penser et d'agir qui constitue une culture professionnelle commune dans laquelle chacun peut puiser pour éviter de se retrouver tout seul devant toute l'étendue des bêtises possibles. Et donc ça pointe sur un autre aspect de la compétence qui est très souvent largement occulté dans les approches par compétences qui ont cours aujourd'hui à l'université, c'est qu'il n'y a pas de compétence qui ne soit collective. La compétence n'est pas une propriété individuelle. C'est d'ailleurs un des ingrédients que Schwartz met en avant, le quatrième ingrédient. La compétence est d'abord une compétence collective avant que de devenir une réappropriation par chacun des individus. Ce qui donc me paraît intéressant dans cette irruption de la compétence dans le champ de la formation des enseignants, c'est précisément le fait que ça permet de rompre avec cette idée que les savoirs expliqueraient l'activité. Parce que la compétence est intimement liée à la question de l'activité, et notamment au sens et à l'efficience que l'enseignant cherche à construire à travers son travail. Et là, on a un deuxième aspect de la compétence. J'évoquais la question du sens, c'est-à-dire finalement le rapport entre ce que l'enseignant fait et ce qu'il voudrait faire, qui est un premier niveau de régulation de la compétence, mais un deuxième niveau qui lui aussi est très largement absent de la formation, qui est la question de l'efficience, c'est-à-dire l'économie dans l'usage qu'on fait de soi-même. Si vous prenez les référentiels de compétences, vous ne trouverez jamais aucune trace de cette question de l'efficience. Je ne suis pas le seul à le dire, Guagou l'a dit d'une autre manière quand il dit une des compétences à construire dans le métier d'enseignant, c'est bien cette compétence à durer. Durer dans la durée du cours, durer toute une année, durer toute une carrière, ça c'est aussi un ingrédient de la compétence. Or cet aspect-là est très largement occulté en formation, très largement abordé, alors même que c'est par là que le métier rentre, on pourrait dire, et par la fatigue qu'il génère, et que c'est par ces épreuves-là que passent les débutants, c'est-à-dire ce sentiment de s'épuiser, d'être toujours à la tâche, etc. Et là, on a l'intérêt de la compétence, c'est de pointer, encore une fois, dans la définition que j'ai donnée de la compétence, qui n'est pas celle
qu'on va retrouver dans les référentiels de compétences et dans l'approche par compétences telle qu'elle est développée aujourd'hui, notamment au sein du mouvement dit de pédagogie universitaire. Dans cette conception de la compétence c'est finalement un compromis entre sens et efficience. Et on pourrait revenir au cas de Nadia. Pour faire tenir ensemble ces différentes intentions, elle évalue ce qu'elle fait en fonction de ce qu'elle voudrait faire, mais elle ne peut pas ne pas prendre en compte ce que ça lui coûte de faire ce qu'elle veut faire, et donc de prendre en compte aussi la question de l'efficience. Ce qui veut dire que, quand je dis que la compétence, et d'ailleurs Malglaive, dans un texte assez ancien, qui pourtant était plutôt d'obédience piagétienne, mais avec des accents vygotskiens, rappelait que la compétence, elle se nourrit à la fois du savoir en usage et de la formalisation. Et c'est une manière intéressante d'aborder la compétence qu'on trouve chez Vygotsky. Vygotsky disait, finalement, il y a deux façons de penser, à partir des concepts, à partir de l'expérience. Et la compétence, elle se situe à ce carrefour entre la possibilité de penser à partir des concepts, à partir de l'expérience, et il ajoutait ce qui fait la force de l'un ou de l'une, fait la faiblesse de l'autre. La puissance des concepts, c'est la puissance de la généralisation, de la décontextualisation, mais par contre, un concept scientifique s'avère très vite inconsistant dès lors qu'il s'agit de maîtriser une situation professionnelle. A l'inverse, ce qui fait la force de ce que Vygotsky appelait les concepts quotidiens, c'est le pouvoir d'agir qu'elle procure au sujet, mais ce qui fait leur faiblesse, c'est le fait qu'ils sont très largement contextualisés, circonscrits à une situation, et donc ce qu'ils gagnent en pouvoir d'agir, ils le perdent en possibilité de généralisation. D'où la nécessité de penser la formation dans ces deux dimensions, des concepts quotidiens et des concepts scientifiques, et du tissage que devrait opérer la formation professionnelle entre les concepts quotidiens et les concepts scientifiques. J'en suis où là du temps? Peut-être je peux encore quelques minutes. C'est vrai. 5 minutes. Voilà, donc j'ai essayé de proposer un autre point de vue de manière à alimenter la discussion. Encore une fois, ça ne s'oppose pas du tout à ce qu'a dit Samy, mais il me semble que c'est un point de vue qui a un intérêt dès lors qu'on se pose des questions de formation, et notamment de formation professionnelle. Et du coup, ça conduit effectivement à re-questionner la place des savoirs dans une formation professionnelle. Si on reste sur cette idée, comme c'est le cas de la professionnalisation, que les savoirs expliquent l'activité, que les savoirs sont de nature à transformer l'activité, que les savoirs finalement sont des objets qui font l'objet d'une application dans l'activité. On reste sur une conception de la formation professionnelle qui laisse les formés dans une sorte d'impuissance, puisque cette conception-là ne pose pas la question du développement du pouvoir d'agir. Pour moi, la question de la compétence va de pair avec l'enjeu qui est de développer le pouvoir d'agir des enseignants, puisque c'est des enseignants qu'on s'occupe, mais on pourrait parler d'autres formations professionnelles. Là où la professionnalisation telle qu'elle est conçue aujourd'hui se traduit souvent par une dépossession du métier. On le voit chez les infirmières, mais on commence à le voir chez les enseignants, avec cette idée que les enseignants ne seraient pas en capacité, d'abord, autre aspect que j'ai pas encore évoqué, mais qui est un aspect important de la discussion, ce qui caractérise la professionnalisation, c'est aussi le fait que ça pose la question de savoir qui a compétence pour parler du travail des enseignants et pour dire ce qu'il est bon de faire quand on est enseignant. Puisque finalement, la professionnalisation, c'est quand même le fait qu'un certain nombre d'universitaires décident ce que doit être le métier et comment il doit être réalisé. Et ce qui pose problème dans cette conception-là, c'est le déséquilibre qui existe entre cette place exorbitante des savoirs et le fait que l'expérience professionnelle, à la fois individuelle et collective, soit complètement écrasée par cette place exorbitante des savoirs. Donc, de mon point de vue, je finirai là-dessus. Ce qui est intéressant dans la compétence, encore une fois, au sens où j'ai essayé trop rapidement d'en définir les contours, quand on s'intéresse à la formation professionnelle, c'est précisément de repenser une formation professionnelle qui évite la situation dans laquelle on peut se trouver quelquefois, où on considère que l'université serait le lieu des savoirs,
qui serait transmis de manière générale, et le terrain serait le lieu où on va bricoler le métier, s'emparer des recettes, etc., quelquefois de manière un peu clandestine, pour essayer de se sortir des épreuves auxquelles le réel incommode confronte les enseignants débutants. Et ça, c'est assez catastrophique parce que des enquêtes nombreuses, mais j'en avais mené une pour ma part il y a quelques années, montrent que ça conduit très rapidement les professionnels, les néo-professionnels en question, à disqualifier complètement ce qui se passe en centre de formation, en opposant la vraie vie et puis l'utopie, celle qui est développée lorsqu'on est en centre de formation, etc. Et donc du coup, cette façon de positionner les savoirs en surplomb, non seulement ne rend pas service au savoir, mais au bout du compte, engendre des formes de remise en cause de la part des... je pense notamment à l'ouvrage de Rayou et Van Zanten, Nouveaux enseignants, changeront-ils l'école, qui montrait très clairement que l'insatisfaction profonde qu'ont les enseignants au sortir de la formation, au-delà du fait que, comme le disait Samy, de toute façon aucune formation professionnelle ne peut préparer complètement à l'épreuve de la prise de la responsabilité, mais au-delà de ce constat qu'on peut faire dans toutes les formations professionnelles, Rayou et Van Zanten disaient qu'il faut quand même prendre très au sérieux cette insatisfaction massive qui est probablement liée au fait qu'on laisse à leur charge finalement le souci de se débrouiller avec un réel incommode. Et pour moi, la compétence, c'est précisément aider les gens à se débrouiller de manière plus efficiente et en posant la question du sens de ce qu'ils font avec ce réel incommode. Voilà, j'en ai fini. La formule pourrait être modifiée, c'est plutôt cette idée que les savoirs seraient à la source du développement des compétences et de l'activité. Mais pour moi, c'est des ressources essentielles. Ça, c'est précaire. Qu'ils ne soient pas à la source. L'idée qu'ils seraient à la source de l'activité, c'est Claude, par exemple, est revenu maintes et maintes fois là-dessus, sur cette idée qu'il y a quelque chose de très positiviste, là, savoir pour prévoir pour agir. Cette idée que l'action ne serait pas le lieu de production de savoir aussi. Donc du coup, de savoir de nature différente. C'est cette dialectique-là qu'on retrouve chez Vygotsky, entre concept quotidien et concept scientifique, c'est finalement ce que Schwartz appelle connaissance, expérience, etc. Cette possibilité de faire croître l'une par l'autre, les concepts quotidiens étant amenés à croître vers le bas grâce aux concepts, les concepts scientifiques à croître vers le bas grâce aux concepts quotidiens, et réciproquement. Donc c'est bien cette vision dialectique que j'avais en vue à travers la compétence. Concernant le fait que dans cet aspect on s'appelle à cette nécessité de penser, de repenser l'articulation entre savoir et expérience, je peux répondre moi en tant que responsable de la mention 1, oui c'est un souci que j'ai, d'ailleurs je fais une réunion demain, une première réunion, pour initier un processus qui, pour moi, doit pouvoir amener un travail collectif autour de cette manière de revisiter la formation, repenser la formation, en articulant davantage trait par les savoirs, trait par l'expérience. Et je peux répondre pour ce qui me concerne en tant que responsable de la mention 1. Je ne sais pas si c'est j'imagine que ça doit se faire dans notre mention, mais en tout cas c'est pas. Voilà, je ne sais plus s'il y avait une autre question, mais alors oui, non. Je pense, à la fois, je comprends ce que tu dis sur la nécessité de se positionner par rapport à un discours dominant, politique, etc. Mais je crois en même temps qu'il s'agissait de pointer les limites, mais aussi l'intérêt de la compétence. Je crois que c'est important, dans la discussion publique, de rappeler qu'il y a deux origines de la compétence. Il y en a une, effectivement, qui vient de Chomsky, on va dire, pour faire très vite, avec la compétence comme propriété individuelle, etc. Il y en a une autre qui vient de l'analyse du travail, avec toute une tradition, et qui ouvre sur d'autres horizons. Et c'est vrai que le choix qui est fait aujourd'hui, c'est pas celui de la compétence telle que les analyses du travail la définissent. Le modèle que nous devons avoir pour penser toutes ces questions-là, sur lesquelles c'est vrai que la formation des enseignants est en retard, c'est le modèle de la médecine, de la clinique. Historiquement, pendant très longtemps, pour la médecine, c'était pareil comme débat. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de savoirs
qui était d'ailleurs en général absolument lamentable. Vous savez que bon, le nombre de gens qu'ils ont pu tuer, c'est fantastique, enfin ça c'est autre chose. Mais il n'y avait aucune relation avec l'activité empirique concrète. Est-ce que les gens guérissaient, est-ce qu'ils ne guérissaient pas? De toute façon, ça avait été dit par les Grecs et donc on le faisait, point. Donc, et ensuite, il y a ce que Foucault décrit. Alors, lui, il insiste beaucoup sur les aspects de pouvoir. Hein, le patron, les autres, c'est Foucault. Mais il décrit la naissance de la clinique, il n'y a pas que lui. Et c'est cette question-là qui est la question majeure, c'est-à-dire de faire en sorte d'arriver, évidemment, il y a une question de savoir qui est structurée d'une certaine manière. Et puis, il y a la clinique. Alors, moi, j'ai un point de vue je suis entièrement d'accord sur les descriptions qui ont été faites. Ce n'est pas la question, donc c'est pas vraiment un débat contradictoire, c'est la vie. Hein. Mais moi, j'ai tendance, je pense qu'il faudrait utiliser la notion de savoir d'une manière qui soit pas avec une majuscule. Pour moi, tout est savoir. Bon, donc, les savoirs sont appuyés sur une série de techniques qui fondent les activités que l'on peut avoir, que ce soit les activités dites académiques dans une classe ou que ce soit la manière de changer un pansement. C'est une série de techniques appuyées sur un certain nombre de savoirs. Par exemple, je ne retiens pas, moi, la différence savoir-savoir-faire, parce que justement, elle va mettre un S à savoir, en fait, et encore moins avec le savoir-être. Ce n'est pas cette définition-là que je peux penser. Mais si on a la vision que je viens de vous proposer, c'est-à-dire que toutes les activités humaines reposent sur des savoirs qui soient plus ou moins partagés, plus ou moins officiels, plus ou moins savantisés, alors vous comprenez bien que dans une activité humaine s'engage un nombre considérable de techniques et de savoirs, donc une quelconque activité que nous pouvons avoir, même celle que vous avez en ce moment en naissant d'écouter. C'est des choses que vous avez appris, ce n'est pas des choses que vous avez en naissant. Donc c'est des techniques qui sont utilisées pour faire ce genre de choses-là. Et il est absolument impensable qu'une quelconque activité, que quelconque formation académique, quelle qu'elle soit, même serait-elle la plus précise possible, puisse arriver à épuiser l'ensemble des techniques qui sont mises en œuvre dans une activité professionnelle. C'est ce que tu rappelles la deuxième partie dans la division de la compétence. Et ça, évidemment, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les atteindre. On peut avoir une description scientifique externe à ce que fait quelqu'un dans une classe. C'est tout à fait possible. Mais on n'aura pas à épuiser l'affaire. Dès le départ, on sait ça. Et donc, la seule manière de pouvoir valoriser, quand vous réfléchissez à comment former cette partie de l'affaire, ben évidemment, il faut qu'il y ait une partie expérimentale, c'est-à-dire qu'il faut qu'on le fasse comme à la clinique, exactement de la même manière. Et deuxièmement, il faut arriver à avoir une capacité de mise en collectivité de ces techniques que l'on puisse à peu près objectiver, en discuter, savoir qu'est-ce que tu as fait, comment tu as fait, explique-moi. Bon, c'est ce que lui connaît beaucoup mieux, mon partenaire. Les instructions que vous pouvez donner à quelqu'un quand il rentre dans une classe, ils vont dire explique-moi comment tu vas faire. Bon. Et ces instructions-là, eh ben, explique-moi comment tu vas faire, c'est pas juste, je vais te parler de Vygotsky et de Piaget. C'est comment tu vas faire. Eh ben, c'est très compliqué parce que la plupart des activités que les gens font sont hyper implicites et ils ont intégré à un point tel qu'ils n'arrivent même plus à les dire. On peut les voir, mais c'est difficile à dire. Et ces choses-là ne peuvent se faire que collectivement, dans une activité collective. Je ne veux pas être trop long, mais on parle beaucoup de la Finlande. Alors, la Finlande a baissé un tout petit peu dans les enquêtes internationales, hein, mais enfin ça reste quand même très élevé. Je dis un mot juste là-dessus parce que ça me gonfle un point tel. PISA, c'est utilisé partout. Bon, déjà, PISA, les pays asiatiques qui sont en tête de l'affaire, la Chine par exemple, on dit la Chine est en haut. La Chine, c'est 3 villes. Il n'y a aucune enquête sur la Chine. PISA n'existe que dans 3 villes. Et on nous dit la Chine, donc 1 milliard, quelques millions, 122 millions d'habitants, est nettement au-dessus d'eux dans ces 3 villes particulières. Je ferme cette parenthèse. Et 2, les chiffres varient très peu. Par exemple, on fait tout un baratin parce que la France aurait perdu 40 points sur une échelle qu'on compte 1000. Bon, faites les machins sur 20, ça ne vous donne pas une grosse modification. Hein, voilà, la plupart des pays sont au même truc. Donc, ce n'est pas ces façons de voir les choses. Je fais cette parenthèse, je reviens à ce que je vous indiquais là. Donc, il faut qu'il y ait ce mélange, cette activité collective. La Finlande, qui est très haut placée dans PISA, mais ce n'est pas PISA, on peut regarder de tous les points de vue, la Finlande est assez bien placée. Et il donne une place considérable, 4 fois plus de crédits donnés à la recherche en éducation par habitant que ce que nous avons. Et surtout, il y a un investissement sur la mise en commun des expériences des enseignants qui discutent de comment on fait pour résoudre tel ou tel problème avec tel ou tel public dans telle ou telle condition, qui est sans commune mesure avec nous.
Et ça fait partie de leur travail. Et sans compter en plus qu'ils sont payés beaucoup mieux que nous. Ça, c'est encore une dernière chose, enfin, mettons cette question de côté. Donc, quand on va regarder pourquoi la Finlande est bien, il faut regarder tous ces éléments-là. Et c'est vrai que chez nous, c'est l'inverse. L'évolution dans laquelle ça marche, c'est qu'on vous donne des consignes d'en haut, et puis qu'il n'est pas question de passer à côté. Ces consignes d'en haut peuvent tomber juste ou tomber mal. Mais surtout, ça néglige complètement le fait qu'il y a des savoirs enseignants effectifs qui peuvent donner. Moi, j'utilise savoir aussi pour cet aspect-là. Le terme n'est pas le même, mais c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas les savoirs académiques, mais c'est les savoirs que les gens disposent, même s'ils n'ont pas une conscience complète dans la descriptive. Et donc je ne savais pas qu'il y avait des gens qui, théoriquement, défendaient l'idée qu'on pouvait se passer de ça. Ça, écoutez, essayer de former des médecins comme ça et des chirurgiens, vous voyez tout de suite que c'est impossible. Enfin, personne ne peut former comme ça. Donc voilà, bon, c'est pas contradictoire, bien au contraire. Alors, par rapport à ce que je dis là, je ne reprends pas, je vais lire avec attention, parce que notre ami là-bas, il nous balance régulièrement des trucs, des textes pour dire à quel point ça va mal. Vous voyez, et à chaque fois, il est hyper convaincant. Donc c'est terrible de faire. Et effectivement, c'est terrifiant. Voilà, c'est ce que je ne savais pas qu'ils avaient gagné toute l'Afrique là-dessus. Enfin, c'est des trucs de dingue, quoi. Parce que bon, alors c'est les mêmes choses qui sont mises en application depuis tellement longtemps. On sait déjà que ça ne marche pas, mais ils continuent à attaquer un système fictif qu'ils ont construit comme étant un système abstrait, cumulatif et tout, qui aurait existé il y a 40 ans, 45 ans, alors que l'évolution est toujours dans le sens de ce qu'ils disent. Et jamais on y arrive. Donc, bon, au bout d'un moment, il faudrait se retourner et dire, écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce que vous faites, dans ce que vous proposez, mais manifestement, ce n'est pas le cas. On nous a un peu laissé entendre ces dernières années que la compétence serait moins angoissante, l'évaluation en compétences, le fait d'avoir des notions abordées par compétence serait moins angoissante, moins stressante pour celui qui doit l'acquérir que la notion de savoir. Qui pourrait avoir un aspect plus inquiétant ou plus, je sais pas, un peu plus stressant, etc., plus lourd. Et en fait, on se rend compte que c'est pas le même problème qui se pose exactement, mais il se pose quand même, parce qu'une compétence souvent est très évasive, on ne sait pas à quel niveau l'évaluer, parce que par exemple, quand je vois ce qui est demandé à mes élèves de 5e, par exemple, je suis loin de savoir où placer la barre pour savoir si l'élève a acquis quelque chose ou pas acquis, parce qu'on ne nous précise absolument pas à quel niveau et sur quelle base il doit l'avoir acquis, justement quel savoir ça implique, dans quel but ça doit être fait, parce que si moi j'évalue le fait de savoir écrire, est-ce que j'évalue le fait qu'il sache écrire une phrase simple, une phrase complexe, un paragraphe? Ça n'a rien à voir. De même, quand on est à l'ESP, par exemple, là j'apparente ça un petit peu à ce qui était dit avant sur le fait de vouloir atteindre directement le sommet de la montagne. Certains éléments demandés dans les compétences avec lesquelles les stagiaires sont évalués laisseraient entendre qu'ils devraient être capables d'avoir des gestes professionnels dignes d'un collègue qui enseigne depuis 10 ans. C'est impensable. Et on ne dit pas à quel niveau ces compétences doivent être acquises pour être considérées comme étant au moins sur la bonne voie. Donc moi il me semble que tout ça est loin d'être rassurant pour celui qui est évalué. Donc voilà, c'est peut-être un autre aspect de la compétence par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais il me semble que la compétence, pris dans ce sens-là, est certes parfois un corollaire de la connaissance, mais est loin d'être la panacée, et surtout dans le terme de rassurant.